Mes amis, bien le bonjour, merci d'être sur ce canal. Je vois très régulièrement arriver des polémiques en France sur ce qu'on appelle le halal en France. Le halal. Alors rapidement, définir un petit peu c'est quoi cette chose et pourquoi je pense que c'est une arnaque et c'est pas seulement une pensée personnelle, c'est quelque chose même de relativement vérifiable quand on creuse un petit peu. Alors tout d'abord, les musulmans, quand il s'agit de viande, ils ne peuvent pas manger n'importe quelle viande. Ils ont des limites, c'est un petit peu comme les juifs avec le kasher, même si quelque part le kasher est un peu plus compliqué que le halal. Le halal concerne la viande, donc il y a des viandes que les musulmans ont le droit de manger, d'autres ils n'ont pas le droit de manger. Mais ça ne s'arrête pas là seulement. C'est-à-dire que tout le monde connaît par exemple que les musulmans ne mangent pas de porc. Mais ça va beaucoup plus loin en réalité. Il faut la bête en question. C'est est-ce que la bête elle-même est autorisée ou pas? Par exemple, le mouton, le bœuf et tout c'est autorisé, le porc pas. Mais il y a aussi la manière dont il a été sacrifié et par qui. Il faut que la bête soit sacrifiée soit par un musulman, soit par un al-kitab, comme on dit, ça signifie des gens du livre, donc soit un chrétien, soit un juif. Et aussi un truc important, il faut qu'elle soit sacrifiée pour Dieu, pour Allah. C'est super essentiel. Donc on peut prendre un mouton par exemple qui est sacrifié pour un marabout, ça arrive aussi, un mouton qui est sacrifié pour un marabout, et ben sa viande elle est équivalente à du porc à ce moment-là. D'ailleurs, très souvent cette histoire de halal et le fait que ça soit sacrifié pour Dieu a eu un impact dans le sens où si vous regardez les pays musulmans, la majorité c'est des pays arides, alors que il faut beaucoup d'eau pour produire de la viande, dans le sens où la bête doit manger de l'herbe, l'herbe a besoin d'eau, et donc si vous réalisez sur le plan purement de ce qui rentre, de ce qui sort, vous allez voir qu'il faut énormément d'eau pour produire de la viande. La viande dans les pays musulmans est relativement chère et puis rare sur le marché local, dans le sens où elle n'est pas produite localement, le plus souvent elle est importée. Donc quand un musulman doit sacrifier une bête, et puis s'il la sacrifie pour un marabout, il doit réfléchir à deux fois, parce que s'il la sacrifie pour le marabout, la bête ne sera pas licite. J'étais en Algérie il y a quelques années, et j'avais vu une femme sacrifier une sorte de coq, un volatile, pour un marabout en le priant de faire telle ou telle chose pour elle, la protéger contre le mauvais œil et tout ça. Donc on a encore ce genre de charlatanisme qui existe malheureusement aujourd'hui dans certaines sociétés. En vérité, c'est pas généralisé à tous les niveaux, à toutes les branches de la société, mais on va trouver très souvent chez des classes pauvres, incultes, pas instruites et tout ça, on peut trouver encore le charlatanisme jusqu'à nos jours. En tout cas, pour revenir à notre sujet. L'histoire, si on regarde un petit peu les conditions pour qu'une viande soit dite licite pour les musulmans, en réalité ceci est une négation totale de l'industrie de la viande de masse, l'industrie agroalimentaire. Il n'est pas possible en réalité de faire de l'industrie agroalimentaire et de produire de la viande dite halal ou halal. Ce n'est pas possible. Parce que les conditions qui doivent être réunies font que on est plus vers un système de production à l'unité, vers un système de petits producteurs, que vers un système agroalimentaire. Sauf que l'agroalimentaire a réalisé que c'est un marché très intéressant et que c'est un marché qu'elle veut convoiter. Donc à ce moment-là, ils voulaient certifier leur système, donc leur manière de produire, voulaient quand même la certifier halal. Quand on regarde ces dernières années, les scandales liés à l'industrie agroalimentaire, je vous parle de scandales, pas de choses semblables, mais de choses dissemblables. Je vais expliquer ce que je veux dire par ça dans une minute. Prenons par exemple, il y a quelques années, au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, on a trouvé dans des lasagnes venant de grandes marques, des lasagnes congelées et autres, on a trouvé de la viande de cheval. Des lasagnes qui étaient vendues comme étant de la viande de bœuf, eh bien il y avait de l'ADN de cheval dedans, il y avait même de l'ADN d'âne dedans. Donc, il y avait des producteurs qui avaient sourcé de la viande dans des réseaux douteux
et ils l'ont fourgué au consommateur, spécialement dans des plats préparés où le consommateur n'est pas capable de réellement s'assurer de la qualité. Parce que autant, quand on a de la viande fraîche qui est posée sur une table, on peut, à la rigueur, dans une certaine mesure, savoir si c'est la bête qu'on a demandé ou pas. Sauf que quand elle est broyée, puis cuite 15 000 fois et mélangée de conservateurs et de colorants et tout ça, c'est fini. Donc ils ont profité pour remplacer la viande de bœuf par de la viande d'âne et la viande de cheval. Encore plus loin. Il y avait j'ai vu un scandale où ils avaient pris vous savez, les anneaux de calamar. Le calamar est un poisson, bon, si on veut, pour simplifier, hein, c'est pas un canal spécialisé dans la zoologie, mais bon, on se comprend, il vient de la mer, vendu sous forme d'anneaux de calamar, coupés en tranches, et c'est du calamar. Eh bien, ce que l'industrie agroalimentaire s'est arrangé, ils sont arrangés pour prendre des boyaux, des rectums de porc, les blanchir à l'eau de javel et au chlore et à l'eau oxygénée et tout ça, les couper en rondelles, et puis les mettre dans un truc avec la farine, etc., pour les enrober, les congeler et les vendre comme calamar. D'accord ? Et très 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 régulièrement, avec cette industrie, on a des scandales énormes. Alors, maintenant, si je reviens, ça c'est du dissemblable, hein, c'est pas la même chose. Tu vas acheter du calamar et on te vend des anneaux de rectum de porc. Maintenant, si on va plus loin, quelle est la différence visuelle entre un steak qui est halal et un steak qui ne l'est pas? Il n'y a pas. Visuellement, il n'y a pas de différence. C'est identique en réalité. Donc, sachant qu'on fait face à une industrie qui est capable de faire des arnaques dans des choses qui ne sont pas similaires. On te change de la viande de bœuf et on te met de la viande d'âne mort parce que la bête morte est interdite chez les musulmans. La bête qu'on a retrouvée morte, hein, j'en parlais dans une seconde. Donc, quelle est maintenant la probabilité pour que si tu as deux steaks qui sont absolument similaires et que la différence entre eux, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des pratiques culturelles dans la production, quelle est la probabilité pour qu'on t'arnaque? Je te laisse imaginer. La probabilité, elle est au plafond, en fait. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus simple, le plus facile pour commettre des arnaques. Donc, regardez la Malaisie, par exemple. Un pays, un énorme pays musulman. Je crois que même c'est le plus grand pays musulman au monde. Ils ont eu un scandale récemment où ils ont découvert que ça faisait 40 ans que les musulmans mangeaient de la viande qui n'était pas du tout halal, qui arrivait d'Australie et tout ça, qui était juste rélabellisée puis qui était vendue. 40 ans. Pourquoi 40 ans? Pourquoi ils ont mis 40 ans à découvrir? Parce que, encore une fois, c'est pas comme lorsqu'on te donne de la viande d'âne ou de la viande de chien ou autre. Tu peux découvrir ça au goût, tu peux découvrir ça avec des tests laboratoires et tout ça. Mais de la viande halal, il n'y a aucun moyen au laboratoire de découvrir. Donc, c'est pour ça que l'arnaque a duré 40 ans. Sur les certifications, il y a des certifications qu'on retrouve sur les paquets. Alors, ces certifications ne veulent rien dire. C'est des certifications purement commerciales, elles n'ont aucun sens. Ça veut dire que ce n'est pas le halal, ce n'est pas c'est pas une institution mondiale, structurée, organisée, contrôlée, auditée par Ernst & Young ou KPMG pour certifier que la viande a suivi un certain parcours et certaines pratiques culturelles pour qu'elle devienne halal. Non. C'est tout simplement des organismes comme toi et moi on pourrait en créer d'ailleurs, hein. Des fois c'est des associations, des fois c'est des compagnies enregistrées à droite à gauche, hein. Il y a des pays ici en Angleterre, je peux prendre mon téléphone maintenant, je peux enregistrer une entreprise là pendant que je suis en train de te parler. Ça coûte une vingtaine d'euros, hein. C'est quelques clics, tu enregistres une entreprise, elle a une existence légale. D'accord? Là, on peut créer le Centre international de certification halal. C'est tout. Tu crées un site, tu contactes, tu fais un peu de marketing, et puis assez rapidement, tu commences à vendre les certifications. Donc en fait, on a énormément
toute une foison, un cloud, littéralement, un nuage de ces organismes qui sont créés, puis finalement, derrière, il y a un gars, il y a deux gars, il y a un centre islamique, il y a une mosquée, il y a, voilà, qui sont là et qui vendent des certifications. D'ailleurs, à tel point que maintenant, beaucoup de producteurs de viande ont réalisé que finalement, au lieu de se faire arnaquer par ces gens, ils se disent, bon, on se préfère nous faire arnaquer par nous-mêmes, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'auto-certifient. Ça veut dire que ils ne vont même plus se casser la tête à aller vers des organismes dont ils savent pertinemment que la parole ne vaut rien, hein, c'est pas, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de structure et rien du tout. Donc forcément, ils vont juste s'auto-certifier. Et ça finit avec les mots halal sur le paquet. C'est tout. Donc en fait, au fond, aujourd'hui, le halal, c'est devenu l'Eldorado de l'escroquerie et de l'arnaque. Ça veut rien dire d'avoir le paquet halal. Enfin, il y a des musulmans qui disent que, de toute façon, moi, ce que je fais, et ça, c'est très intéressant, sur l'attitude qu'ont certains envers leur religion, c'est, moi, au fond, je m'en fiche. C'est écrit que c'est halal, moi je le mange. Et puis de toute façon, s'ils ont menti, hein, si quelqu'un quelque part dans le monde a menti en mettant cette étiquette, eh bien le tort tombera sur lui. D'accord, la mauvaise action sera enregistrée chez lui, parce que moi je suis de bonne foi. Hein, comme on dit, amal niyat, n'est-ce pas? Ça veut dire que on trouve ça beaucoup chez les salafistes, on trouve ça aussi chez Ibn Taymiyyah. C'est les actions ne comptent que par leur intention. Hein. On est dans l'intention, et du moment que l'intention est pure, rien de mal ne peut se passer. Et là, on a une différence, si vous regardez une différence fondamentale avec le christianisme. Okay, dans le christianisme, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais si on regarde en islam, eh bien, du moment que la bonne intention est là, bon, le résultat, franchement, hein, ça nous intéresse pas. Et donc, cette attitude qu'ont certains en disant, de toute façon, mon intention était bonne, l'étiquette était fausse, frauduleuse, j'ai mangé du porc, ou j'ai mangé du chien, ou peu importe, mais l'étiquette était fausse, mais moi, j'ai aucun contrôle là-dessus, donc mon intention est pure, et je veux respecter le halal, et puis finalement, je ne l'ai pas respecté, ben c'est bon, Dieu ne peut rien faire. C'est une attitude qu'on va retrouver souvent chez des gens qui ont une relation de conformité avec leur religion. Ça signifie qu'ils ne pensent pas à aucun moment que ce qu'ils font a un sens, que ce qu'il y a dans leur religion ou dans leur culte a une intelligence derrière, ou un sens derrière, ou une volonté derrière, au fond. Pour eux, c'est juste, je prends le formulaire, comme on va trouver dans certaines administrations, des gens qui se fichent complètement de ce qu'ils font, mais il y a une case à cocher, ils veulent la cocher à tout prix. Donc, ça devient une religion qui est vécue avec des cases à cocher. Ça veut dire que le gars, potentiellement, il peut manger du porc du moment que c'est écrit halal dessus. Ça veut dire qu'au fond, il n'a pas de problème avec le porc. Il ne pense pas qu'il y a le moindre problème à mettre ça dans son corps, ou mettre un produit non halal dans son corps. Il n'a pas de problème avec ça. Le seul problème, c'est que sur le plan de la paperasse, sur le plan de l'administration, du process, qu'il y ait une conformité, qu'il y ait une case de conformité qu'on peut cocher. Mais au fond, si on regarde vraiment, le halal, c'est une véritable grosse arnaque. Et je pense pas personnellement que 99% de la viande qui est labellisée à droite à gauche avec ces labels-là, je pense pas du tout qu'elle soit dans le halal si on regarde les codes islamiques. Voilà. Je vous laisse et puis on se voit dans une autre vidéo.